Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc vous avez pu découvrir le nouveau générique. Voilà. Avec juste 2 mois de retard, mais on y arrive. Non, mais c'est très bien, ça valait le coup d'attendre. Voilà. Donc, bienvenue à cette séance de l'Unipop Art, Littérature et Cinéma. Et vous allez voir que ce soir, justement, il y a un peu tout ça. On peut ajouter musique, peinture, puisque avec le film que vous nous proposons, c'est toute la créativité du 19e siècle que vous allez retrouver, 19e siècle français. Alors, cette soirée, elle est co-présentée, c'est important de le dire, avec Arte. Vous savez qu'Arte produit, diffuse beaucoup de documentaires, et notamment des documentaires consacrés à l'histoire de l'art. C'est le cas ce soir. Voilà, merci de votre accueil. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Arot, la réalisatrice de la série, et Céline Ronté, qui est la scénariste. Co-scénariste, oui, vous êtes toutes les deux co-scénaristes, bien évidemment. Voilà, donc Amélie, vous avez déjà tourné d'autres films, et notamment des films centrés sur l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture en particulier. Vous avez reçu le César du meilleur court-métrage d'animation pour Mademoiselle Kiki et les Montparnasse. Vous avez co-réalisé cette série extraordinaire donc, qui est Les Aventuriers de l'art moderne en 6 épisodes. C'était il y a déjà 6 ans 8 ans 8 ans, très bien. Voilà, et donc vous partez dans une nouvelle aventure avec Céline Ronté. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots. On aura le temps évidemment de développer tout à l'heure, sachant que je précise, donc c'est une série en 4 parties, que vous allez voir les 2 premières parties maintenant. Là, je parle pour les spectateurs de Pessac, et puis qu'on échangera dans la foulée. Et les 2 dernières parties seront programmées demain en début d'après-midi. Voilà. Alors, donc Céline Ronté est dialoguiste, scénariste, comédienne, directrice de casting pour des longs métrages. Et Céline, est-ce que j'oublie des choses ? Non, je pense que c'est oui, bien complet. Déjà oui. metteuse en scène, on dit ça ? Oui, on dit ça, oui. Enfin, voilà. Beaucoup de voix de films d'animation. Voilà, vous êtes connue aussi pour ça. Oui. Alors, en 2 mots de présentation, quand même, comment vous en êtes arrivés à travailler tous les deux sur ce projet très ambitieux, parce qu'on le verra, vous allez le voir à l'image, il y a un générique éminemment prestigieux, il y a une durée historique très impressionnante. Voilà comment on se dit, on va pouvoir le faire finalement. Tout ça est très facile de parler des peintres, des écrivains, des musiciens, des compositeurs, voilà, raconter toute cette histoire artistique entremêlée avec l'histoire politique du 19e siècle français, d'une partie en tout cas. Donc, suite au succès des Aventuriers de l'art moderne, Arte nous a offert une carte blanche pour proposer une autre série. L'idée originale vient d'Anne Frank et moi. Et ensuite, en gros, l'écriture a duré 6 ans. Moi, j'ai travaillé 7 ans sur la série. Donc, Valérie Loiseleu a travaillé aussi en tant que co-scénariste sur la série, avec moi. Qui avait travaillé avec vous déjà sur le film précédent. Où elle était co-réalisatrice des épisodes 4, 5 et 6. D'accord. Et Céline est arrivée ensuite pour travailler une autre une autre partie du travail d'écriture. Parce qu'en fait, on partait de quelque chose de très large et historique. Et petit à petit, on a travaillé en entonnoir pour réussir à lui donner à la fois une véracité historique et des enjeux fictionnels et sériels. Bon, alors on va découvrir tout ça. Vraiment, merci Arte et merci à vous deux d'être là, parce que c'est exceptionnel qu'on puisse voir non seulement ce film en avant-première, mais aussi, vous allez le voir sur grand écran. C'est un film d'animation avec des tableaux, des reproductions de scènes historiques qui sont magnifiques à voir sur un petit écran, mais encore plus sur un grand écran. On vous laisse découvrir les 2 premiers épisodes et on échange à l'issue. Merci de votre attention. Bonne séance. Bonne projection. Bonne projection. Bien, alors, vous avez vu ce générique incroyable. Et vous avez bien compris évidemment que vous n'avez vu que la moitié de la série, que l'autre moitié sera demain après-midi. Alors,
Tout à l'heure, vous avez commencé, vous avez lancé la séance en disant que vous aviez une carte blanche. Dans quelle mesure vous avez une carte blanche ? C'est-à-dire qu'on avait le choix du sujet. Et, ce qui est extraordinaire quand même. Ouais. Et suite aux aventuriers, où les aventuriers, en fait, on a brassé énormément d'archives de droit, d'auteurs, où on devait parler aux ayants droit. On s'est dit pourquoi pas travailler sur le 19e siècle. Judith, ma productrice, au départ disait mais on devrait faire l'impressionniste. Et très vite on s'est dit mais en fait on a un endroit de notre histoire qui est mal connu. Et ça serait hyper intéressant de travailler justement sur la période romantique où souvent on oublie qu'il y a eu des révolutions, que tous ces auteurs se sont croisés, on les apprend au lycée ou au collège, mais c'est pas évident en fait de tout retracer. Et c'est ce qui nous a fait dire que ce projet était viable. Et une autre raison, parce qu'on est en animation et l'animation c'est extrêmement long. Et là, on partait vraiment sur une idée originale. C'était voir que Gallica, les musées de Paris ont un fonds iconographique incroyable qui dort comme ça. Et l'animation permettait aussi de refaire vivre ces iconographies de Paris, bien évidemment retravaillées pour faire un découpage qui raconte une histoire, mais remettre aussi en lumière tous ces auteurs de talent et essayer de les intégrer au plus possible à la mise en scène. Alors, vous avez évidemment un travail, avant le travail d'animation, un travail scénaristique tout à fait incroyable, puisque vous allez entremêler l'histoire d'une foultitude de personnages avec en toile de fond l'histoire politique de la France. Comment vous avez travaillé ? Vous êtes toutes les deux co-scénaristes pour écrire, voilà, avant de réaliser, pour écrire cette série. C'est quand même 4 fois 52 minutes. Alors, l'écriture s'est faite sur 6 ans, avec plusieurs collaborations. En principe, en animation, on part d'un scénario ficelé. Et ensuite, on fait un storyboard et ensuite, on passe en fabrication. Là, le projet était tellement grand, complexe, beaucoup de portes à ouvrir, de personnages à raconter, qu'on a travaillé complètement différemment. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé avec ma co-réalisatrice sur Les Aventuriers, Valérie Loiseleux, qui est une très grande monteuse de longs métrages, et pour faire toute la première structure narrative des 4 épisodes et voir une architecture déjà se construire. Où là, je travaillais, moi, déjà sur du montage, en essayant de chercher toute l'iconographie qui pouvait être exploitable. Et le deuxième enjeu, c'est on parle beaucoup de peintres, de dessinateurs, de musiciens, voire des écrivains dessiner pendant 3h30, 4h, c'est un peu pénible. Donc il a fallu réouvrir plein de portes pour réfléchir à comment les réincarner, c'était quoi ce Paris à cette période. Donc voilà, ça a été le premier travail. Ensuite, pendant 1 an, j'ai travaillé avec mon mari pour reprendre le scénario et se dire, à partir de toute cette matière, il va falloir la resserrer pour que ça devienne un film d'animation. Donc repenser la mise en scène, des fois enlever des séquences qui étaient trop complexes ou qui faisaient de la redite, pour arriver à une deuxième phase d'écriture. Mais comme moi, je ne suis pas une vraie scénariste, il nous fallait une 3e personne qui est arrivée, c'est Céline Ronté, et je te laisse prendre la suite. Et donc, je suis arrivée, donc il y avait eu ce gros travail fait par Valérie Loiseleux, Étienne Curillo et Amélie, avec tout, on va dire, le squelette, l'ours des 4 épisodes, et il fallait en faire une série avec des codes de fiction, en tirant les fils narratifs des personnages, en mettant du suspense, en vous donnant envie de regarder l'épisode d'après. J'espère que vous avez envie de regarder le 3 et le 4, et que ça a marché. Et donc, la particularité de mon arrivée dans la série, c'est que beaucoup de choses étaient déjà parties en fabrication. Donc, je ne pouvais pas écrire
autre chose que ce qu'il y avait à l'image, et il fallait à partir de là trouver les fils et se dire une image qui a été animée sur un premier texte, elle peut aussi raconter autre chose et reprendre chaque personnage, chaque événement historique pour en faire un récit haletant. Et tout ça avec une relecture très précise de Judith Lioncan, qui est l'historienne qui a tout relu pour nous assurer la véracité historique, parce qu'on ne voulait pas sortir de la case documentaire. Donc c'était le challenge. Avoir d'un côté une grande véracité historique et de l'autre les ressorts de la fiction, des cliffhangers, des previously, des personnages où on les voit évoluer sur 4 épisodes, certains sur 2, certains sur 3. Et donc on a un peu inventé ensemble avec Amélie une nouvelle façon de travailler l'écriture. Et on a beaucoup regardé les images. Moi, j'ai enregistré la voix en même temps. J'ai la chance d'avoir plusieurs casquette à mon actif. J'ai l'habitude de diriger les voix dans beaucoup de films d'animation et de moi-même faire des voix. Donc on était ensemble en salle de montage et j'écrivais un texte et on l'éprouvait tout de suite. Donc j'enregistrais et vas-y, je te laisse. Non, et après, oui, surtout sur l'épisode 1, Céline s'est retrouvée coincée avec déjà une fabrication en cours. Mais après, pour les autres épisodes, on a aussi réécrit des séquences ensemble, jeté des choses pour réintégrer, et tout ça en fait en parallèle de la fabrication. Moi j'ai fait 70-80% du storyboard de la série, donc ce qui permettait aussi un dialogue avec Céline, où elle écrivait la voix off, j'éprouvais tout de suite le découpage, voir où ça nous emmenait. Et ça sur les autres épisodes. Et effectivement, il y a eu comme tu disais, une dernière phase en montage qui était essentielle. Mais on a travaillé que toutes les deux, oui. T'as raison. Et puis il y avait le premier épisode, par exemple, que vous avez vu, il commençait par Balzac, il commençait pas par Dumas et Hugo. Donc il y a eu tout cet questionnement qu'on s'est posé ensemble. Finalement, qu'est-ce qu'on raconte? Parce que, bien sûr, on a un enjeu historique, chronologique. On voulait rester dans quelque chose de chronologique, mais il fallait des enjeux. Donc dans le premier épisode, qui va arriver le premier à la Comédie Française, Ça, et surtout on avait un gros problème, c'est que, attention, on est sur un embouteillage au début de l'épisode où on a plein de génies qui apparaissent les uns à la suite des autres. Et avant que Céline arrive, en fait on avait 4 portraits de personnages avant de rentrer vraiment dans le cœur de l'action avec tous ces personnages. Et c'est là où il a fallu enlever Balzac qui était en trop, remanier... déstructurer un peu pour donner cet enjeu narratif à chacun des personnages. Et tout en faisant ce travail-là sur le 1, on réfléchissait sur le 2, sur le 3, sur le 4 et Amélie bordait la suite des épisodes. Enfin, on a toujours travaillé sur les 4 épisodes en même temps, ce qui était un challenge assez... Alors, je ne sais pas si... je peux peut-être aussi préciser quelque chose. Qu'est-ce que c'est que le storyboard? C'est le découpage visuel, plan par plan, de ce qu'on verra en fait en animation. Donc, c'est déjà une phase dessinée, des choix de cadrage, d'action dans l'image, de choix esthétiques de l'image. Donc, c'est ça le storyboard. Alors... Vous commencez à évoquer évidemment les figures de la série. C'est vrai qu'on a un générique, un casting qui est quand même le plus beau casting de l'histoire de la littérature, de la peinture française en tout cas. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est comment on fait ce casting-là. Bien sûr qu'il y a Balzac, qu'il y a Dumas, qu'il y a Victor Hugo, mais bon, il y a aussi Baudelaire, Nerval, Chopin, George Sand. Enfin, voilà. Comment vous avez intégré en fait chacun des personnages? Est-ce que certains ont été exclus parce que c'était compliqué, on n'avait pas forcément suffisamment d'informations, vous n'étiez pas suffisamment connus du grand public? Enfin, voilà. Comment on fait ce casting-là? Alors, il y a bien évidemment des personnages qui étaient incontournables, comme Balzac, George Sand, Victor Hugo, Dumas. Dumas. Après, on a... Parce que quand même, on est sur une époque où les artistes sont essentiellement masculins.
On s'est posé beaucoup de questions à se dire comment essayer de ramener des autrices. Et très vite, beaucoup de personnages ont été mis de côté parce que on ne pouvait pas non plus développer sur 4 heures 18 personnages, et il nous fallait des vrais fils conducteurs de personnages qui s'entrecroisent, comme on est aussi sur une série fictionnelle. Et tu vas dire... Non, tout à fait. En fait, à chaque fois, il y avait cette volonté d'en faire une fiction et d'avoir des personnages qu'on pouvait suivre et pas qu'ils soient trop anecdotiques. Et en même temps, on voulait quand même, je pense à Victorine Meurant, que vous verrez dans l'épisode 4. On a essayé tout le long de ramener d'autres personnages, mais déjà ceux qu'on suivait étaient tellement riches aussi. C'est compliqué, ils prennent de la place. C'est compliqué en fait. Dumas et Balzac, déjà, ça prend de la place. Et Hugo, ça prend de la place. Déjà, on a 2 minutes 30 pour raconter la comédie humaine. Déjà, c'est pas beaucoup, quoi. Et donc, si on rajoutait trop de personnages, mais on ne faisait que survoler. Vous pouvez nous parler peut-être de 2-3 personnages que vous avez exclus, mais qui étaient peut-être intéressants, mais qui rentraient pas dans le film. Il y avait Marie Dagou et Franz Liszt. Ouais. Mais pareil, en fait, c'était un trop gros développement qui nous emmenait ailleurs. Louise Michel, on s'est posé la question. Louise Michel, Hugo, au moment de la Commune. Berthe Morisot. Je me suis posé la question. Berthe Morisot, la peintre. Voilà, la peintre. Je me suis posé la question de Monet, Rosa Bonheur. Rosa Bonheur. Ouais. Monet, que tu as chassé. C'est moi qui l'ai chassé. Et en fait, c'est tellement une période riche. C'est des choix. Non, mais c'est important de dire, voilà, on est toujours en train de faire des choix. Oui, et puis narratifs, politiques. C'était les romantiques, et même si on va un peu au-delà avec les derniers épisodes, il fallait quand même qu'il y ait un lien avec notre sujet. Et que même si l'envie était forte de parler d'autres artistes qu'on aime beaucoup, pardon pour Monet, et il fallait rester quand même dans une cohérence. Et pardon, je finis juste avec ça. Et puis on s'est aussi heurté tout simplement avec ce casting-là de personnages. Déjà, on n'a pas tout dit. Enfin, je pense à Gauthier, qu'on aime beaucoup toutes les deux. On aurait pu raconter beaucoup plus de choses. On aurait pu... et en fait, on n'avait déjà pas beaucoup de temps. À chaque épisode, on a dû jeter beaucoup de choses qu'on a lues, qu'on a aimées, qu'on a des œuvres, des situations, des rencontres. On aurait pu parler encore plus du théâtre historique de Dumas, de la façon dont il a collaboré avec Hugo, Balzac. Mais en fait, on ne peut pas... on peut pas tout dire. On peut pas tout dire, on peut pas s'étendre. Et on voulait que l'histoire de Paris et l'histoire de France avec un grand H soient présentes aussi. Donc on n'avait pas que l'histoire de l'art, on avait aussi les faits politiques, et il fallait les amener, et ça prend aussi du temps sur chaque épisode. Alors, les passages qui, moi je trouve, sont assez fascinants, c'est que on peut prendre bien sûr chacun de ces personnages, mais ils ont tous des relations entre eux. Des relations amicales, sentimentales, artistiques. Et donc là, j'imagine qu'il y a un travail de documentation assez impressionnant, où on se rend compte que Chopin et George Sand, Hugo avec Dumas, ce que vous disiez tout à l'heure, etc. Comment vous avez pu retrouver les fils des relations entre tous ces personnages? C'est des lectures. Beaucoup de lectures. Merci Gallica. Qui nous a... on le redit, mais pour ceux qui sont intéressés, Gallica a scanné un fonds incroyable d'écrits, de littérature, de témoignages de cette époque. Et il a fallu croiser... puis je pense que sans Gallica, là c'est 8 ans pour toi. Gallica, c'est un site... Gallica, c'est le site de la bibliothèque qui a scanné la totalité Nationale de France. Oui, pardon. Et en fait, on tape par exemple journal de Baudelaire, on a le journal, on peut le télécharger en PDF, et donc on peut faire des recherches à l'intérieur du journal en mettant 1842, qu'est-ce qu'il a dit en 1842. Si on n'avait pas eu ça, je pense que c'est 15 ans, 20 ans, le film n'aurait pas pu se faire. Mais s'il avait fallu aller à la bibliothèque, tout lire pour trouver chaque... oui, c'est des outils aujourd'hui. C'est des outils extraordinaires, ouais. Mais comme en images, si j'avais dû le faire dans les années 90, on n'aurait jamais eu un résultat comme ça. Et merci Internet pour cette raison.
parce Ouais. que ça Oui, bien sûr, permet, bien sûr. Ça permet d'avoir un accès exactement très rapide. Ouais. Et c'est la part extraordinaire d'Internet et de la numérisation. Voilà. Et brasser aussi en images des dizaines de milliers d'images, recroiser des rues de Paris disparues, essayer de retracer année par année. Donc voilà, ça permet un travail assez précis. Alors, je vais passer la parole à la salle et aux autres salles. Il va y avoir, ça y est, il y a le numéro qui s'affiche. Avant, alors, dans le 3e épisode, celui qui n'a pas encore été projeté, Attention, spoiler. un des deux. Non, mais je ne veux pas trop spoiler. Mais ce qui est impressionnant, en fait, par rapport à l'époque qu'on vit aujourd'hui, parce que tous ces films-là, évidemment, résonnent par contraste, en quelque sorte, avec notre quotidien. Donc, Donald Trump qui vient d'être élu, par exemple, des choses comme ça. J'ai bien dit élu. Et donc, on voit, en fait, Victor Hugo, Alexandre Dumas, qui se présentent aux élections. Ouais. Voilà. Et même Lamartine. Hein. Donc là, il y a effectivement cet entremêlement, non seulement de toutes ces histoires entre écrivains, peintres, musiciens, mais avec l'histoire politique. Et peut-être c'est dans le 3e épisode que tout ça se resserre. Quand vous écrivez cette partie-là, vous pensez à aujourd'hui ou non vous pensez à... Pas vraiment, mais en fait, effectivement, il y a des échos très forts. Et dans notre manière d'aborder aussi toute la série, on a essayé de lui ramener aussi, nous, nos centres d'intérêt, notre regard sur le choix des sujets qu'on a abordés. Enfin, Céline, si oui, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Évidemment, en fait, je pense qu'on a été nous-mêmes, enfin, tu me dis, très surprise. Enfin, je rebondis sur la question d'avant, mais le fait de découvrir que c'était tous des amis et de vraiment se rendre compte qu'ils ont à la fois été des jeunes punks qui ont voulu changer les codes du classicisme, qui après ont pris les armes pour se battre pour la liberté, la République, la démocratie, qui sont des choses pas évidentes au 19e siècle, qui le sont plus peut-être pour nous, mais en fait ils se sont battus à ce moment-là. Évidemment, au fur et à mesure, il y avait des choses qui faisaient écho avec aujourd'hui, et on espérait, on se l'est dit parfois, que si en tout cas ça donnait envie à une génération aujourd'hui, à des gens, à des jeunes, à plein, de se dire que c'est possible, qu'on peut faire de l'art, qu'on peut changer le monde, qu'on peut y croire, on aurait réussi quelque chose, et que c'est pas que des gens poussiéreux dans des livres d'histoire qu'on trouve un peu vieillots, avec des mauvaises idées et tout ça. Non, ils ont été jeunes, ils y ont cru. Et pourvu qu'on y croit autant et qu'on fasse autant d'avancées, quoi. Au passage, Le Comte de Monte Cristo, c'est un des plus gros succès de ces dernières années. Hein, donc poussiéreux, mais c'est quand même... Non, je disais non, mais je sais bien que vous ne pensez pas. Mais c'est vrai que finalement, au bout du compte, voilà, le film qui a rassemblé toutes les générations confondues, les jeunes, les moins jeunes, c'est Le Comte de Monte Cristo. Donc c'est le 19e siècle encore. Alors, est-ce qu'il y a des questions-réactions dans la salle? Oui. Alors, c'est pas une question, mais c'est vous dire que je suis admirative devant ce travail de 6 années et que j'ai trouvé stupéfiant la beauté du dessin et la beauté des couleurs. On y vient, c'est bien. Voilà, vous avez raison. Qui vraiment... ces couleurs sépia dans ce Paris historique qui nous fait revoir toute cette histoire, mais c'est excessivement intéressant. Et vous, madame, qui vous demandiez si vous alliez transmettre ça aux nouvelles générations, mais ils ne peuvent qu'aimer. Enfin, ça me semble évident. En tout cas, merci. Merci. Et juste pour information, c'est 6 ans de travail d'écriture, mais moi, c'est 8 années de ma vie. Et quand j'ai accepté de faire le projet, ma nièce naissait. Et là, je la vois à 8 ans et je mesure physiquement le temps. Oui, ça, je crois que c'est difficile pour nous, spectateurs, de mesurer en fait, l'ampleur de cette tâche. Voilà, 8 années de votre vie sur un projet. Voilà, il faut avoir une espèce de foi
hein, de volonté, de constance. Vous pouvez nous en parler un petit peu quand même, parce que c'est pas si fréquent que ça. Et je pense que bon, la plupart des films, on en parlait tout à l'heure en dînant, voilà, un film de Quentin Dupieux, il le fait en 8 mois, puisqu'il fait un film tous les ans, donc voire 2 par an des fois. 2 par an, ouais. Donc l'animation, c'est autre chose. Alors déjà, c'est pas un film, c'est une série, mais en plus, c'est de l'animation, donc c'est doublement plus long. C'est ça. En fait, il y a tout à construire. Déjà, il y a un univers visuel à construire, développer des personnages, parce que en animation, en principe, en série, on essaie d'être malin et se dire que les personnages ne bougent pas, ils ont toujours les mêmes vêtements, on les retrouve dans les mêmes lieux pour raconter des scènes. Là, le gros enjeu de cette série, c'est ils vieillissent, ils passent leur temps à déménager. Paris se transforme, donc il n'y avait aucune réutilisation possible et économie. Donc ça faisait partie de la réflexion et du développement. Et puis, on est du dessin, on est sur du film d'animation, donc c'est de l'image à image. Donc derrière, il y a une équipe de décorateurs où il y a plus de 2000 décors qui ont été faits. Des animateurs qui viennent dessiner image par image, des coloristes, des gens qui font du compositing, des choses... voilà, donc il y a toute une énorme équipe derrière. Et tout ça, ça prend du temps, et ça prend du temps en conception pour concevoir tout l'univers, pour après avoir une équipe et transmettre à cette équipe la vision et le travail et garder la ligne. Et je vous remercie, madame, pour vos retours. Alors, j'ai une question d'une autre salle. Bonsoir, avant tout, bravo pour cette esthétique et ces instructions. Ma question, je suis curieuse de savoir comment s'élabore la parole de Cécile de France et l'image. Pour quel public pensez-vous que votre série s'adresse? Merci. Alors, pour quel public? On espère bien tous les publics. Mais évidemment, on a espéré aussi que ça devienne un outil pédagogique pour les collèges, les lycées, bien entendu, et que ça plaise un peu à tout le monde, que ce soit un vrai programme familial. Et pour Cécile de France, elle est arrivée à la fin de l'élaboration de tout ça, en fait, comme je le disais tout à l'heure, comme on a beaucoup écrit à l'image et beaucoup ensemble, j'ai fait toute la voix off au départ, en maquette, et il nous fallait une comédienne capable, parce que vous avez vu, elle est à la fois la voix historique, la voix dans la tête des personnages en in, il faut savoir dire des poèmes, il faut donner de l'enjeu quand il y a des batailles, savoir être tendre et dans l'émotion quand il y a des choses. Donc il fallait quand même une sacrée comédienne pour défendre la totalité du programme, et on a pensé à Cécile de France qui avait déjà travaillé pour Silex sur Culotté, et dont on savait la dextérité et la grande palette. Donc en fait, après, elle est venue en studio, et on a, avec Amélie, on l'a nourrie de tout ce qu'on pouvait sur nos envies, sur ce qu'on cherchait. Elle écoutait ce qu'on avait maquetté, ce que j'avais maquetté sur les épisodes, et puis on l'a accompagnée du mieux qu'on a pu, et elle a, avec sa grande générosité, relevé le défi de cette voix, et aussi elle a quelque chose, enfin... On sait que c'est Cécile de France qui nous raconte les épisodes, et pour nous, c'était important, quitte à prendre une voix de quelqu'un qui a une notoriété, c'était important qu'on puisse se dire, oui, c'est vraiment Cécile de France qui nous raconte l'histoire, et elle a ce petit timbre un peu particulier qu'on reconnaît même si on ne la voit pas, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les voix, et ça nous plaisait bien. Alors, moi j'ai une question à nouveau d'une autre salle. Avez-vous déjà d'autres séries en projet pour 8 ans à nouveau? Après celle-ci, par exemple, je rêve de voir une série similaire sur les écrivaines anglaises du 19e. Entre parenthèses, mise en valeur des femmes et exploration du versant anglais du romantisme. Merci en tout cas pour ce merveilleux travail. Alors, merci de me Émilie lancer Bronté, ah ben oui. Non, mais etc. même pas que. Il y a eu des super éditions qui sont sorties de regroupes. D'œuvres féminines, fantastiques, etc. Là, nous, avec Céline, on a envie de repartir sur une autre aventure. Pour le moment, on cherche
On cherche le projet dont on sera sûr qu'on va aimer. Qu'on va aimer suffisamment pour y passer 7 ans. Voilà. Et que ta nièce ait 15 ans. C'est ça. Mais en tout cas, on est. On a très envie. Merci pour l'idée. J'avais lu beaucoup il y a quelques années sur la littérature féminine sous la reine Victoria. Quoi. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. On a des comptes Instagram. On prend toutes les idées, on est en recherche. Oui. Alors, j'ai eu un autre message, à moins qu'il y en ait un dans la salle. Oui, il y en a un dans la salle là. Allez-y. Et puis un tout en bas après. Alors, ma question, c'est un triptyque. Le premier, c'est pourquoi les romantiques? Pourquoi le choix d'animation? Et on a l'impression que la création, c'est par vague, nouvelle ou pas. Alors, pourquoi les romantiques? Parce que c'est une période, ce que je disais tout à l'heure, qui est plutôt méconnue, riche à la fois politiquement, intellectuellement, artistiquement. Et c'est aussi un mouvement, l'un des premiers en France, où on croise à la fois musique, littérature, peinture. C'est aussi la création du roman feuilleton. C'est plein de sujets, en fait, qui vont façonner notre société telle qu'on la connaît. Et c'est vraiment les prémices de la modernité. Pourquoi l'animation? Parce que, en fait, j'ai jamais vu de film d'époque. Le cinéma n'existe pas. On aurait pu partir sur un documentaire fiction avec des acteurs, mais là l'idée c'était aussi visuellement de montrer l'art au travers de l'animation. Et je voulais, contrairement à ce qui se fait régulièrement, redonner un visage assez juste de ces grands auteurs, souvent qu'on connaît mal, ou on connaît Victor Hugo barbu, mais on s'imagine pas que c'était un petit blondinet. Et tout ça fait que l'animation était évidente. Et deuxième chose, c'est quand on a lancé aussi cette piste, Arte a dit « Ok, on y va, mais ça sera en animation ». Oui, après, il y a aussi les questions de coût, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstituer sur une série le 19e, ça coûte une fortune. En animation, ça coûte cher aussi, mais beaucoup moins cher. Là, le budget, c'est 4,5 millions. Oui. Ce qui, si je peux me permettre, oui, cette petite, ce qui est très peu et qui met encore plus le talent d'Amélie à l'honneur, parce que faire ce qu'elle a fait sur 4 fois 52 minutes, un long métrage en moyenne en France d'animation qui fait 1h20, c'est entre 7 et 11 millions, donc c'est moins pour plus de temps, avec cette qualité que vous avez, et je trouve à juste titre relevé, madame, de dessin, de peinture, enfin... Moi, je suis arrivée, j'ai d'abord été subjuguée par le dessin d'Amélie, avant de commencer à me dire je vais écrire quelque chose. Et c'est une gageure ce qu'elle a réalisé en mixant autant de techniques inspirées de la gravure, de la peinture, des ruptures graphiques. Enfin, moi, il y a encore des plans que je regarde dont je suis follement amoureuse, et que Balzac qui part, la Russie, la maison qui devient de la neige, et vous verrez. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont extraordinaires et dans cette économie-là, rarissime. Voilà. Alors, il y a une question en bas de la salle, Fellini à Pessac. Oui, je ne vais pas me répéter, mais merci. Je suis émerveillée. Je ne m'attendais pas à tant de beauté. Et alors, j'ai peut-être 2 questions. La première, un film qui a pris tant de temps, tant de talent, tant d'énergie, est-ce qu'il va rester dans le cadre français? Est-ce qu'il peut être exporté? Parce que je suis pour le rayonnement. Déjà, mon pays est tellement influencé par la culture française, surtout de cette époque. Il ne faut pas oublier que c'est Victor Hugo qui a ressuscité Notre-Dame. Il s'est bien vu dans le film. Donc, et après aussi, juste une suggestion, j'espère pouvoir voir cette exposition au musée d'Orsay des femmes impressionnistes.
Voilà une suggestion. Ouais, cool, plein d'idées. J'en ai une autre qui vient d'arriver. Une suggestion, donc les femmes politiques de la fin du 19e, donc pas forcément françaises au passage. Bravo pour ce travail collectif. Alors j'ai eu un message juste avant où le spectateur nous demande si vous pouvez nous parler des dessinateurs qui ont travaillé avec vous. Alors peut-être juste avant, ouais. Oui, si vous voulez réagir d'abord à ça. Attends, c'était quoi déjà? Oui, il y a une version anglaise de la série qui existe déjà. Et une version allemande. Et une version allemande. Et ensuite, je crois qu'il y a il y a Unifrance qui est derrière aussi. Oui, pour... mais pour le moment, je crois que ça a été acheté par une quinzaine de pays. Voilà. Et là, on part à New York. En janvier pour essayer de la vendre encore plus à l'international. Et Unifrance est derrière nous pour essayer vraiment de diffuser le plus largement possible à l'international. Et peut-être en Géorgie, avec le festival, on ne sait pas, on verra. Voilà. Merci. Alors, l'autre question, c'était par rapport aux dessinateurs. Ah, et alors parlez-nous des dessinateurs, c'est la question. Alors, en fait, alors les dessinateurs, c'est vaste, dans le sens où en animation, donc on a... Je sais pas comment en parler. C'est le mot dessinateur, mais parce qu'en fait, il y a toi qui va impulser ton style, puis après, il y a plein de gens qui travaillent avec toi. Voilà. Voilà, le public ne connaît pas forcément ce mode de fonctionnement. C'est pas facile. C'est pas facile à... En gros, quand on fait un film en animation, ce que je disais tout à l'heure, on fait le storyboard. Ensuite, une fois que le storyboard est... Comme une bande dessinée. Voilà, une bande dessinée, pour être simple. Une fois que ça c'est validé, on va analyser une image et on va, de cette image, avoir plusieurs personnes qui vont travailler dessus. Donc, il va y avoir les décorateurs qui vont dessiner le décor. On va avoir une personne, alors c'est un mot technique qui s'appelle le layout posing. Donc c'est des personnes qui vont corriger mon storyboard. Par exemple, mon personnage de Balzac, il n'est pas tout à fait au modèle, ou il a les mains qui ressemblent à rien. Donc là, il y a un dessinateur qui vient pour corriger mon modèle et le remettre au bon modèle du personnage. Qui va l'affiner en quelque sorte. Exactement. Et une fois que cette étape va être faite, on va le confier à un animateur qui, lui, va avoir 2 ou 3 dessins de référence. On va lui dire, ce plan, il dure 10 secondes. Dans ce plan, Balzac va marcher, ensuite il va s'arrêter, il va se retourner dans des rythmes avec des moments clés. Et là, l'animateur va dessiner toutes les images une à une pour mettre Balzac en mouvement. Ensuite, il va y avoir une autre étape qui va être la mise en couleur des personnages. Donc, on a une étape où c'est que des aplats de couleurs. Donc, et on a une deuxième partie où c'est des peintres qui sont venus pour ramener du modelé, des ombres aux personnages et leur donner leur allure définitive. Voilà, et après, il y a d'autres petites étapes. Mais les dessinateurs, en fait, c'est vraiment tout ce qui peut être layout. C'est, par exemple, un storyboard, donc une vignette de BD où le décor derrière est mal défini. J'ai des problèmes de perspective. Il y a une personne qui peut venir pour vraiment redéfinir le plan, mettre la bonne perspective. Et voilà, et chaque image du film, en fait, il y a souvent... 6 personnes qui ont travaillé dessus, à des étapes différentes. Voilà. Oui. Et B, comme dirait l'autre. Alors, là-haut. Oui, j'ai vu au générique sur une idée originale de Dan Frank. Jusqu'où est allée son implication sur le projet? En quoi ça a consisté, votre travail avec lui? Alors, Dan Frank, dès le début... Quand on travaillait sur Les Aventuriers, on avait discuté tous les deux en se disant ça serait super de travailler sur le 19e siècle. Je lui avais dit mais moi j'adorerais. Suite aux Aventuriers, en fait, très vite, Dan a lancé cette idée auprès de l'ancienne directrice d'Arte. Donc Dan a travaillé 2 ans sur le projet.
Et en fait, au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas du tout faire le même projet de série. Dan voulait vraiment faire quelque chose de très très politique et beaucoup plus abstrait, là où on était en animation, et je cherchais une autre forme à lui donner. Et Dan, à ce moment-là, a proposé de se mettre en recul pour que je travaille en fait la série comme, livre, voilà, ouais. comme j'avais envie de la faire. Et Dan a vu les 4 épisodes il y a 1 ou 2 mois et il trouve ça super. Puis il a sorti son livre. Oui. Donc il a écrit le livre aussi. Il y a ça aussi, c'est que comme Les Aventuriers, en fait, Dan avait écrit pendant 15 ans ces 3 livres. Et là, en fait, c'est parti trop vite, où Dan aurait préféré à la base faire un livre et ensuite réduire. Et voilà, du coup, Dan sort son livre et cette série, La série en parallèle. voilà, et autre chose. Il y a bien évidemment des liens par rapport à des sujets, mais à un regard différent. J'ai pas encore lu le livre. Alors, là-haut, Oui, alors moi, je nouveau. voudrais repréciser ma pensée. Je vous avais dit tout à l'heure que je trouvais la qualité du dessin et de la couleur magnifique. Mais je crois maintenant comprendre, en vous écoutant, ce qui m'a vraiment frappé. C'est que généralement, quand on voit des films d'animation, on se fait un peu au trait d'un dessinateur. On rentre dans son univers, il va dessiner des faits d'une certaine façon, il va les colorier, etc. Là, dans votre film, je dirais que presque chaque plan est véritablement un tableau. Et je comprends maintenant pourquoi. Parce que si vous dites que sur une image, il faut qu'interviennent 6 personnes qui rectifient la perspective, le dessin, les mains, etc., vous avez fait une œuvre particulière, je la trouve d'une beauté infinie. Voilà. Merci beaucoup. Et pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, dans mon travail depuis mes débuts, ce que j'adore, c'est travailler des ruptures graphiques et réveiller le spectateur quelque part. Enfin, on parle souvent du montage, de l'écriture, mais travailler les ruptures graphiques, comme par exemple les clins d'œil à Daumier dans l'épisode 1 ou des passages oniriques, ça fait vraiment partie d'un langage que j'aime mettre en place, surtout quand on parle d'artistes, de peintres comme Delacroix, essayer de faire des clins d'œil pour réveiller et remettre en lumière aussi toute la richesse du dessin. Je fais des films d'animation, j'aime pas dire dessin animé, film d'animation, et c'est une écriture qui peut être multiple et riche, et voilà, c'est ce que j'ai cherché à mettre en lumière. Merci. Tu fais cette chose incroyable qui est, je sais pas si vous avez aimé ce passage, mais moi j'aime tellement ce passage sur Sardanapale, où tout d'un coup on comprend comment le tableau, comment il est composé, ce qu'il a fait, et ça tu sais le faire. Et vous verrez, il y en a d'autres après dans la suite aussi. Et l'animation elle permet ça en fait aussi. C'est de faire naître et vivre une œuvre sous les yeux des spectateurs. Et c'était très grisant de voir ça et de poser quelques mots là-dessus. En tout cas, il y en aura d'autres, des petites surprises. Alors, il y a une question ici. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Je suis frappée, je vais au cinéma depuis très longtemps, et il n'y avait quasiment pas de films d'animation. Je suis frappée que très récemment, il y a eu Michel Vananicius qui est venu ici, qui nous a expliqué son travail par rapport à la petite marchandise. Et là, je trouvais que c'était aussi la même chose, la pertinence en fait de l'animation. Et quand vous disiez que en fait Arte ne vous a pas laissé le choix, je me suis dit mais quelle chance. Parce que en même temps qu'il y a un travail qui est énorme et dont vous nous expliquez toute la chose colossale, hein, et la communication que ça signifie entre tout le monde quand même. C'est ça. Je trouve que le spectateur, il est libre. Quand il regarde un film d'animation, ça m'avait déjà frappé avec
la plus petite des marchandises, on est libre. Alors que si on avait eu un Hugo, un ci, un là, qui vieillit, qui met sa barbe, on a déjà de multiples images de ces écrivains. Et là, j'adore cette liberté par rapport au travail que vous faites. Et vraiment, bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire parce que moi, j'ai pas du tout travaillé sur les aventuriers de l'art moderne avant et qui était un mélange d'images d'archives. Et parmi les choses que j'ai entendues en arrivant sur le projet, qui était là, il n'y a pas d'image d'archives, il va falloir tout créer. Et finalement, je trouve qu'on a fait de l'image d'archives quelque part. Tu as fait de l'image d'archives, enfin, grâce à l'animation. Parce que ça repart de l'iconographie, parce que ça respecte les styles, et que quelque part. En live, on peut donner une idée d'eux, mais là, il y a une précision supplémentaire qui offre à voir cette iconographie qu'on a du mal à brasser tout seul et qu'on verra peut-être pas en entier, quoi. C'est l'apanage de l'animation. Alors. Ah oui. Pardon, du coup j'en ai oublié ma question. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait le film d'animation plutôt que éventuellement autre chose? Moi, je fais du cinéma d'animation depuis 15 ans. Je me verrais pas faire du live. Je suis quelqu'un qui vient de l'image, j'aime ce côté monacal. Je pense que je serais très mauvaise pour diriger des comédiens. Ce que j'aime, c'est le dessin, c'est la peinture, c'est... travailler comme ça. Et aussi c'est un autre rapport aussi à l'équipe. L'équipe est là pendant 1 an, 2 ans. Donc il y a un rapport amical, familial qui se met en place. Et c'est souvent des gens très sensibles à l'écoute. Et voilà, j'aime ce milieu et les gens qui y travaillent. Alors moi j'ai une série de questions justement sur le travail de l'animation. Des questions, j'ai envie de dire, un peu basiques, mais dans le bon sens du terme. Les dessins sont-ils faits sur papier ou sur écran? Première question. Deuxième question, est-ce que l'intelligence artificielle pourra simplifier le dessin de répétition? Et dernière question sur ce sujet, y a-t-il eu un travail en numérique pour l'élaboration des images? Voilà. Alors, sur les aventuriers de l'art moderne, c'était un mélange numérique et animation traditionnelle, papier, bantite, peinture. Là, pour cette série, c'était inenvisageable de faire du traditionnel. C'est très long. C'est vraiment dessin par dessin. Il faut scanner, nettoyer, etc. Donc, là, on a travaillé sur tout ce qui est animation sur un logiciel qui s'appelle TV Paint, qui est le logiciel de référence qu'on veut faire de l'animation un peu plus traditionnelle, crayonnée, peinture. Et pour les décorateurs, j'ai pas mal cherché parce que pour trouver un logiciel qui puisse traiter l'aquarelle, l'huile, la peinture, et j'ai trouvé un petit logiciel qui s'appelle Rebelle, qui est formidable. Et d'ailleurs, c'est les studios Marvel, j'ai vu qu'ils sont en train de l'exploiter aussi. Voilà, qui a servi pour faire tous les décors, donc tout est numérique. Et il y avait une autre question, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que personnellement, si je peux éviter l'IA, je le ferai, à part si vraiment il y a des tâches répétitives, mais qui n'enlèvent rien à la créativité et au travail humain. Et les endroits où on prend du plaisir, si c'est pour faire des tâches qui n'ont aucun intérêt, pourquoi pas. Mais... D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Visiblement pas forcément. Moi, j'ai envie de revenir sur les personnages, peut-être de conclure là-dessus. Bon, vous avez ce casting qui est un casting de dingue, j'ai envie de dire ça comme ça. Bon, vous avez votre préféré chacune? Ouais. Voilà. Bah alors, moi, c'est pas celui qui est le plus visible. C'est mon personnage de cœur, c'est Théophile Gautier. D'où le titre de la série L'Armée des romantiques, qui est
extrait de son livre Le romantisme, l'histoire du romantisme, et qui raconte cette jeunesse quand il rencontre Hugo pour se battre auprès de lui pendant Hernani. Et voilà. Et Gauthier, c'est le punk bohème qui se baladait avec des babouches dans les années 30 et qui est parti en Russie, qui est parti partout, qui écrit énormément bien, qui était suffisamment feignant pour pas écrire beaucoup de livres et par contre raconter beaucoup sur tous les autres personnages. Et il a un regard bienveillant vis-à-vis de tous. Voilà. Et moi, c'est mon préféré. Ouais. Céline. Moi, c'est Balzac, mais voilà. C'est Balzac parce que c'est il est monté à la capitale comme moi quand je suis montée, parce qu'il a cette volonté, cette ténacité, cette fantaisie, ce côté truculent, et c'est un des personnages que j'ai adoré. C'était hyper plaisant de faire ces séquences parce qu'il y a de l'humour, il y a tout de suite, c'est un personnage qui ramène un petit peu ça, et en même temps quand même un destin sacrément tragique aussi de l'autre côté, et dont j'admire l'œuvre parce que il croquait la société qui l'entourait, il était voilà, c'est Balzac. Mais il faut savoir que dans l'équipe, chacun avait un peu ça. Il y avait oui, des c'est ça qui est bien. Chacun peut avoir il y le avait sien. la team Balzac. Il y avait, voilà. Peu de... Baudelaire Oui. remportait peu de succès. Peu de succès pour Baudelaire, mais parce que il y avait 60. Mais un côté un peu mortifère, un peu. 70% de femmes dans l'équipe. Et donc Baudelaire n'est pas. Oui, un Baudelaire peu trop masculiniste. Voilà. N'a pas trouvé Alors, beaucoup de... j'espère qu'on vous a donné envie de voir le 3e et le 4e épisode. Ça sera à Pessac demain à 14h, sachant que les 4 épisodes seront diffusés sur Arte le samedi 21 décembre. Un grand merci à toutes les deux et à toute l'équipe, évidemment, et à Arte qui nous a permis d'organiser cette avant-première exceptionnelle. Merci de votre attention. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous et merci. Et merci. Merci.